J'ai ma société qui coach des CTO, des dirigeants, des patrons de business unit sur comment réussir leur projet d'innovation, comment surmonter les obstacles qu'il peut y avoir sur la route d'un projet d'innovation. En fait, il faut différencier le pourquoi du comment. Pour moi, le job d'un CTO, fondamentalement, c'est de répondre à la question comment. Et le rôle d'un patron, c'est de répondre à la question pourquoi. Donner du sens. Parce qu'au fond, ce qui va aligner les gens, ils sont d'accord sur le sens. On dit souvent « start with why ». Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de François Menne, qui est président de Freedom Partners. Et merci François d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité, hein. Et bonjour. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. D'habitude, j'interviewe des CTO et tu n'es plus CTO. Tout à fait. Moi, j'ai été CTO quasiment toute ma carrière. Hein. Enfin, dès que j'ai démarré développeur et j'ai assez rapidement atteint effectivement des responsabilités, soit de CTO dans le monde de l'Internet, des pure players, notamment aux US, en France, et puis beaucoup à l'international, en Asie en particulier. Et puis j'ai eu aussi des expériences de CTO, mais dans des entreprises plus traditionnelles. Et nous, on s'était rencontrés il y a 15 ans maintenant. T'étais en train, à l'époque, moi donc j'avais plus de cheveux. Moi aussi. C'est à 15 ans et tu étais mandaté par le groupe Bouygues pour construire depuis la feuille blanche la plateforme de jeux en ligne. Tout à fait. Plateforme de jeux en ligne. Bouygues à l'époque voulait se positionner avec TF1 et Eurosport sur le marché du jeu en ligne et souhaitait monter une plateforme de jeu qui était un métier qu'on ne connaissait pas en France et on partait vraiment de zéro. Et c'est quelque chose qu'on a fait avec succès et qui est devenu aujourd'hui la plateforme d'Unibet. Et moi je me rappelle à l'époque, moi j'étais jeune commercial à l'époque et je trouvais que c'était un projet de dingue. Je trouvais que c'était un projet de dingue, complètement from scratch, avec un time to market qui était pour le coup fallait pas se louper. Oui, non mais alors voilà, c'est peut-être qu'ils cherchaient quelqu'un qui soit assez fou pour venir bosser sur ce sujet-là, mais bon, c'est vrai que moi j'ai toujours été attiré par les projets d'innovation. La caractéristique du projet d'innovation, c'est que on a des grandes ambitions, on connaît en gros la direction dans laquelle on veut aller, mais elle n'est pas forcément très précise, et surtout on ne sait pas du tout comment on va y aller. Et c'est ça qui est absolument génial. C'était le cas à l'époque sur ce projet à peu près ? Bien sûr. Déjà, fallait répondre à des questions un peu de base du type, make or buy, qu'est-ce qu'on fabrique, qu'est-ce qu'on achète, comment font les autres déjà, qu'est-ce que nous on peut se permettre de faire, quelle est la meilleure manière de procéder, et quand on part d'une feuille blanche, c'est ce type de questions. Ça part de ces questions-là, effectivement. Ça part de ces questions-là, et en fait, on est la solution qu'on a choisie, et ça a été une bonne solution, puisqu'au bout, on a un système qui fonctionnait bien. Ça a été de prendre un package métier qui s'appelait Finsoft à l'époque, et puis de recruter une équipe d'intégration pilotée par les équipes de Bouygues. Ok. Et donc ça... Équipe d'intégration dont ton employeur de l'époque
a été un des grands pourvoyeurs. On a participé. Voilà, tout à fait. Effectivement, vu que c'est là qu'on s'est rencontrés. Exactement. Et donc, suite à cette expérience-là, tu restes sur des postes encore de CTO? Alors, le métier de CTO, c'est un métier complexe. C'est un métier complexe en particulier quand on travaille pour des dirigeants fondateurs qui ont pour ambition d'inventer des choses qui n'existaient pas avant. Donc quand on est vraiment dans de l'innovation, et en plus, circonstance aggravante, je dirais, dans de l'innovation qui est sur le cœur de métier. Donc en fait, c'est un boulot extraordinairement difficile. Extraordinairement difficile, absolument passionnant. Moi-même, je porte encore les cicatrices qui me rappellent chaque jour à quel point ça a pu être difficile. Et à un moment donné, et moi ce moment-là c'était il y a 7 ans, on se dit qu'en fait, peut-être qu'on peut éviter aux autres de se prendre des coups ou de faire en sorte que ça avance un petit peu mieux pour eux en leur faisant profiter de notre expérience. Et je me suis tourné vers un métier d'assistance à la fois aux CTO et aux patrons des CTO, en fait, et puis aux utilisateurs des CTO et aux métiers, pour les aider à trouver les ingrédients pour que leur organisation réussisse ses projets d'innovation. Tu bosses tout. Donc là, aujourd'hui, tu es. Donc aujourd'hui, je suis à mon compte. À ton compte. J'ai ma société qui accompagne et qui coach des CTO, des dirigeants, des patrons de business unit, sur comment réussir leur projet d'innovation, comment surmonter les obstacles qu'il peut y avoir sur la route d'un projet d'innovation. Après, peut-être qu'il y a des projets d'innovation qui marchent très bien, où il n'y a pas d'obstacles et où tout se déroule comme prévu. Ceux-là, je dirais, c'est très bien. Ils n'ont pas besoin de moi. Voilà, exactement. Donc moi, j'interviens plutôt quand on se pose des questions et qu'on essaye de trouver comment redémarrer la machine d'innovation qu'on a pu avoir à un moment ou qu'on n'a plus, ou comment remettre sur les rails un projet dont on a un petit peu perdu les commandes. Est-ce que tu as eu une quarantaine de clients depuis 7 ans? C'est ça, exactement. Sur ces 40 interventions, ouais. Tu dégages quoi, toi, 3, 4, 5 grands problèmes qui sont rencontrés de manière récurrente, ou j'imagine qu'à chaque situation égale une situation différente, des réponses qu'il faut adapter, mais est-ce qu'il y a 3, 4, 5 grandes choses que tu rencontres comme problèmes de manière hyper récurrente? Alors, c'est une excellente question. Moi, mon fond de commerce, c'est d'expliquer des choses très très simples. Tu vois, ça, c'est pas intuitif. C'est vrai que les difficultés, alors, bien évidemment, chaque cas est unique. Chaque client est unique et chaque situation de client que j'ai pu voir était unique. En revanche, il y a quand même des patterns et des choses qui se dégagent. La première, c'est que innover, c'est difficile. C'est très difficile d'innover. Donc, pour pouvoir innover, il faut faire des projets simples. Si on a du mal, si ça ne se déroule pas comme prévu, peut-être qu'on est en train de faire un projet trop compliqué. Et donc là, on va travailler avec le CTO, avec les patrons, avec le métier, avec les vendeurs, avec toute l'organisation pour dire, mais si on n'y arrive pas et que c'est trop difficile, comment est-ce qu'on peut faire plus simple ? Donc toi, tu arrives, souvent, on est déjà parti sur des choses trop compliquées, quoi. En fait, en général, moi, quand j'interviens, on ne sait pas très bien. Ce qu'on voit, c'est que les choses ne se passent pas comme prévu, mais on ne sait pas très bien pourquoi.
Ah, et donc le pattern Donc typiquement, moi je vais commencer par un diagnostic qui dure quelques jours, où on va découvrir éventuellement, première chose, est-ce qu'on ne s'est pas lancé dans quelque chose qui est trop compliqué? La deuxième chose, est-ce que tout le monde travaille bien sur le même projet? C'est pas une question si évidente que ça? Bah, en général, je rencontre tous les patrons de la société, donc le grand patron, le CTO, le CPO s'il y en a un, le patron des sales, le patron du marketing, le patron de la finance. Et puis, moi, je vais tout simplement leur demander, question 1, qu'est-ce qu'on cherche à accomplir? Et question 2, qu'est-ce qui vous ralentit sur le chemin? Et il y a des cas où l'alignement est partiel, ce qui n'est pas forcément un problème, mais moi, je vais intervenir là où les équipes sont alignées. Et donc ça, c'est quelque chose qui se discute avec chacun, mais dire, après, on peut très bien avoir, par exemple, des entretiens individuels et puis après une restitution collective. On va dire, voilà, quand on interviewe les gens de manière séparée, voilà ce qui ressort, voilà les sujets communs, etc. Donc ces sujets sur lesquels il y a un consensus, allons-y. En revanche, il peut après y avoir des sujets sur lesquels il n'y a pas consensus. Perdons pas de temps sur les sujets sur lesquels il n'y a pas de consensus. Ok, mais du coup, toi, tu dis, je ne bosserai pas sur les sujets sur lesquels il n'y a pas consensus, ou tu dis, les gars, là, vous perdez votre temps. C'est plus la deuxième solution. Faut plutôt arrêter les frais, ou mettre en stand-by, en tous les cas. Pour répondre à la question, en fait, une des clés des projets d'innovation, c'est la priorisation par la valeur. Donc, il faut travailler sur les bonnes priorités. Si c'est des priorités sur lesquelles il n'y a pas de consensus, déjà, ça part mal. Donc moi, la recommandation que j'ai faite, c'est plutôt travaillons sur des sujets qui emmènent tout le monde, qui emmènent l'ensemble de l'entreprise. La réussite d'un projet, c'est quelque chose de collectif. Il y a un deuxième... alors je ne sais plus à quel aspect on en est, mais il y a un autre aspect qui est la collaboration entre les équipes. On ne peut pas faire collaborer les gens entre eux s'ils ne croient pas au projet. Ouais. Donc c'est absolument indispensable que les patrons, le métier, les vendeurs, les produits et techniques aient la même conviction qu'on travaille sur les bons sujets. Sinon, la collaboration, elle ne pourra pas être effective. Ok, donc ça fait partie des patterns que tu vois. Tout à fait. Donc, des gens qui sont pas alignés, faire des projets plus simples. Dans un environnement, on est aligné sur les priorités, avec des priorités clairement établies, des équipes qui collaborent entre elles de manière efficace. Ces projets plus simples, ils sont forcément itératifs, ils sont forcément par petits bouts, par petits morceaux. Comme on avance vers l'inconnu, il faut être capable de mesurer la valeur créée dans des incréments de temps qui sont courts, qui sont en général inférieurs ou égaux à 3 mois, idéalement. Au pire, 6 mois. Mais il faut qu'on puisse voir des résultats tangibles d'amélioration en 3 à 6 mois. Et puis, ces résultats, il faut pouvoir les mesurer. Donc, la mesure effective des résultats est absolument capitale. Tu préconises des choses du coup sur la manière de mesurer, sur des... Alors, tous ces sujets-là... Des OKR, du monitoring, des choses particulières. Alors, les OKR, c'est un très bon formalisme pour faire ces choses-là. Après, comme tous les systèmes formels, c'est pas parce qu'on les utilise qu'ils vont être efficaces. Moi, j'ai eu des clients qui ont essayé de mettre en place, avec l'aide de consultants, toutes les méthodos du type OKR, les outils à la mode, etc. Mais le problème, c'est pas parce qu'on applique les process et qu'on prend les outils que ça fonctionne, en fait. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quand même un niveau de conscience partagé
entre les différentes équipes sur mais pourquoi est-ce qu'on fait comme ça ? Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Donner du sens, en fait. Parce qu'au fond, ce qui va aligner les gens, c'est qu'ils sont d'accord sur le sens. On dit souvent « start with why ». Voilà. Donc, déjà, il faut s'aligner là-dessus. Donc, la mesure, c'est difficile. Mesurer le nombre de pages écrites, le nombre de lignes de code écrites ou ce type de choses, à mon avis, n'apporte pas grand-chose. Hein. Par contre, aller voir un utilisateur qui va nous dire écoutez, là j'ai une nouvelle version de l'appli, moi ça me change la vie et je fais mon travail mieux qu'avant, ça nous aide. Donc la perception utilisateur est quelque chose d'absolument fondamental et l'expérience de l'utilisateur. Donc trouver des moyens de mesurer la qualité de l'expérience utilisateur, c'est à mon avis une piste. Pas forcément très simple à mettre en œuvre, mais souvent très bien. Il y a C'est l'un des buts in fine, quoi, en fait. First, on mesure le but in fine, quoi. Alors, le but in fine, c'est souvent le chiffre d'affaires, la profitabilité. Alors, ce qui est très bien, mais il faut l'avoir en tête, c'est simplement que c'est difficile à mesurer. Parce que quand on est dans l'innovation, le nouveau produit ne va pas forcément rapporter dès le premier jour. Donc, on plante la graine, les fruits, on les récolte plus tard. 3 ans, 4 ans voilà, plus tard. C'est ça. On les récolte, je dirais, presque trop tard. Donc, il faut des choses qui peuvent être mesurées avant. Et l'expérience utilisateur, c'est quelque chose qui peut se mesurer, en fait, relativement tôt. Surtout si on implique au quotidien dans le projet des utilisateurs qui testent en continu les nouvelles releases, etc. Ok, donc ça, c'est des choses que c'est des prérequis que tu dis quand tu... T'es mandaté par qui ? C'est les dirigeants qui te mandatent ? C'est les CTO ? C'est qui t'appellent, en fait, du coup ? Alors, moi, je fais pas... Moi, je suis vraiment pas un vendeur ni un commercial. Je suis absolument incapable de faire de la prospection. Donc, je fais pas du tout ces choses-là. Moi, j'ai la chance, comme ça fait très longtemps que je suis dans ce métier depuis le siècle dernier. J'ai un réseau suffisamment important pour que, en fait, les gens m'appellent. Ça peut venir des dirigeants, ce qui est le cas, on va dire, le plus courant, ou de gens qui connaissent les dirigeants. Ça peut venir des CTO, ça peut venir de mes partenaires, beaucoup aussi. Et puis, ça peut venir aussi, dans certains cas, du métier. Ce qui est sûr, c'est que les projets d'innovation sur lesquels on m'appelle, ce sont des projets d'entreprise. Donc le sujet, chacun a sa pierre à apporter au sujet. C'est pas on va coacher le CTO et puis ça va aller mieux. C'est on va faire ce qu'il faut pour que le système à 3 corps, direction, métier, technique, fonctionne correctement. Et c'est pas un ingrédient, c'est une recette avec de multiples ingrédients. Et c'est très important que, effectivement, le patron soit d'accord avec ça, le métier aussi, même si on va les faire intervenir dans ce qui est possible pour eux. On ne va pas leur demander de faire des choses impossibles. Hein. On est dans une logique 100% pragmatique. Mais il est absolument indispensable que le dirigeant soit onboardé là-dedans. Ok. Et pour toi, c'est important que... Tu m'as parlé des 3 corps. Voilà. Si tout le monde n'est pas aligné sur l'intervention, l'aide extérieure, le regard extérieur, par exemple, moi je suis intervenu chez des clients qui avaient fait intervenir des coachs agiles. Dont en fait le job était de former des développeurs et des product owners. C'est très bien, mais c'est pas suffisant, parce que pour que l'agilité puisse fonctionner, il faut que les patrons ils fassent des choses qui sont compatibles avec l'agilité.
C'est quoi les écueils que tu vois dans ces cas-là, par exemple? Des priorités claires, mettre en place ce qu'il faut pour que la collaboration soit possible, travailler sur les sujets sur lesquels tout le monde est d'accord, etc. C'est les difficultés dont on a parlé au début. Ouais. Ok. Est-ce que ça t'est arrivé d'être appelé ou parce que des fois on entend le mot coach ou Tout à fait. d'être appelé et le CTO ou la personne du métier le vit mal ou se sent Alors tout à fait. tu vois, Ouais, tiens, ouais. est-ce qu'il va prendre ma place, Bien sûr. est-ce qu'il est là pour juger mon travail, enfin ça peut être à la fois, tu vois, je t'ai recontacté suite à un podcast que j'ai fait avec Paul Cohen-Scali. Vous êtes croisés à l'époque de Bouygues. Il me disait un coaching, c'est le plus beau cadeau qu'une société puisse vous faire. Mais du coup, moi, j'imagine que des fois aussi, ça peut être pris comme attention, warning, il y a besoin de progresser sur quelque chose et que ça puisse être mal pris. Ça t'est arrivé de ressentir ça? Ah bah oui, bien sûr. Et en fait, il faut que ceux qui sont coachés demandent à être coachés. Hein, c'est pas seulement qu'il faut qu'ils soient consentants, c'est qu'il faut qu'ils soient demandeurs. Voilà. Donc dans ces cas-là, ça va fonctionner. Moi, j'ai connu des cas où ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce que je vais arriver par le haut, c'est-à-dire par des membres du board, des investisseurs, des fonds d'investissement qui ont dit bon, là ça se passe pas comme on voudrait, on va envoyer François. Moi quand j'arrive, soit je tombe sur un patron qui n'est pas demandeur, qui dit non mais le board m'envoie quelqu'un, j'ai pas demandé, ou un CTO qui n'est pas demandeur. Bon, dans certains cas j'arrive à retourner la situation, mais il y a des cas où on dit ben non, en fait les gens sont pas demandeurs, moi je travaille que pour les gens qui sont demandeurs. Ah ouais, ça t'arrive d'arriver, de faire quelques jours et de dire écoutez les gars, d'un commun accord. A priori, on s'est pas compris. Les gens sont pas demandeurs, donc moi je suis là pour arriver dans un bateau. De toute façon, c'est pas ça. C'est que en fait, moi c'est toujours les mêmes questions très simples. Hein, c'est quelles sont vos ambitions, qu'est-ce que vous cherchez à atteindre, qu'est-ce que vous cherchez à faire. Bon, ok. Est-ce qu'il y a des obstacles? Si on me dit il n'y a pas d'obstacle, au revoir. Et alors les obstacles, ils sont bien verbalisés? Forcément. Non, mais quand j'interviens, les symptômes, en gros, les symptômes, c'est soit... alors, il y a des cas organisationnels, c'est... pour une raison X, notre CTO n'est plus là et on ne sait pas comment faire et on ne sait pas quel type de CTO recruter. Est-ce qu'il faut qu'il soit plutôt métier, plutôt technique, plutôt vieux, plutôt jeune Ah, donc là, tu arrives plutôt en mode... faire la fiche de poste du CTO déjà. CTO de transition. Transition et faire la fiche de poste. Donc il y a ce cas qui arrive. Et faire le recrutement. Voilà, maintenant, si le CTO n'est plus là... il faut quand même comprendre le contexte. Il n'est plus là parce qu'il y a des raisons pour lesquelles il n'est plus là. Hein. Donc il faut quand même bien comprendre le contexte, ne serait-ce que pour celui qui vient après, on soit sûr que cette fois-ci ça fonctionne mieux. Est-ce que tu vas voir et que tu vas prendre un feedback du CTO qui est parti? Alors ça, j'essaye de le faire de manière quasiment systématique. Et il y a plusieurs cas, c'est-à-dire qu'il y a des cas où les CTO sont... Là j'ai un cas récent, par exemple, où le CTO est parti parce qu'il était en conflit avec la direction, il était en profond désaccord. Et donc, je l'ai appelé comme je fais d'habitude. Et la première chose qu'il m'a dit, écoute François, moi j'aimerais bien pouvoir t'aider, mais la boîte pour laquelle tu bosses, je ne souhaite pas les aider. Donc je ne vais pas répondre à tes questions.
Ah oui, on en est là, quoi. Ouais, bon, enfin, j'imagine que quand forcément, on part sur un désaccord, ça voilà, peut être le type ça. de réponse que Donc que tu voilà, reçois. donc ça c'est des cas un peu extrêmes. Et puis sinon, il y a d'autres cas où c'est beaucoup plus smooth et on va avoir, effectivement, enfin, moi je vais vraiment les interviewer de la même manière que j'interviewe quelqu'un dans la société. J'ai aussi le cas de on travaillait avec tel prestataire dont on s'est séparé parce que ils nous ont planté tel projet. Ouais. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique que tous les torts sont d'un côté, mais je voudrais quand même entendre donner la parole à la défense. Hein. Ouais. Voilà, donc dans ces cas-là, je vais aussi écouter les autres parties. Parce que, une fois de plus, les projets d'innovation sont des projets qui sont extraordinairement complexes, extraordinairement difficiles. Et les choses ne sont pas toutes blanches, toutes noires. Alors, t'as donné une première piste de les murs qu'on peut se prendre quand. Tu pourras donner quelques exemples de projets d'innovation, justement, pour donner peut-être un peu de. Plus de concret sur certains projets en l'occurrence. Ouais. Mais la complexité, c'est commencer par quelque chose de simple. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses c'est quoi les différents patterns de complexité que tu vois dans les projets d'inno? Bah, euh, en fait, la difficulté principale de l'innovation, c'est que on fait quelque chose qu'on est les premiers à faire, puisqu'on innove. Donc, on ne sait pas exactement où on va et où on va découvrir des choses au fil de l'eau. Donc, ça veut dire qu'il faut bien avoir compris toutes les conséquences d'être dans un projet d'innovation. Donc, la conséquence, c'est que déjà, on ne sait pas tout. Donc, on va se tromper. On va faire des erreurs. Donc, déjà, il ne faut pas chercher à ne pas faire d'erreurs. En revanche, il faut chercher à faire en sorte que le coût de l'erreur, les conséquences des erreurs, soient les plus petites possibles. Moi, si je regarde toutes les expériences que j'ai eues, quand on fabrique un nouveau produit, au début, il y a des difficultés techniques, et puis après, il y a des difficultés commerciales. Parce que on se rend compte que le marché n'est pas exactement là où on pensait. Le product market fit, quoi. En fait, les difficultés, elles sont à tous les étages. Moi, je sais pas, par exemple, quand je travaillais chez Ipin, alors là, ça remonte au début du siècle, dans la Silicon Valley, donc nous, on faisait un système de paiement qui, initialement, devait être, en gros, une sorte de PayPal. D'ailleurs, PayPal démarrait à côté de nous. Bon, ils étaient meilleurs. Hein. On était moins bons, hein, très clairement. Hein. On aurait bien aimé être meilleurs, mais on n'a pas réussi. Et on voulait faire une solution de paiement à l'acte sur Internet qu'on opérait, etc. En fait, le produit qu'on a vendu est complètement différent puisqu'on a fait une plateforme de paiement pour opérateurs qui a d'ailleurs été la plateforme de paiement d'Orange pendant 20 ans pour le paiement à l'acte chez Orange. Ça s'appelait WHA. Donc, ok. donc ce qu'on voit, c'est que déjà d'un point de vue product marketing, le produit qu'on va avoir au bout va peut-être pivoter 2 ou 3 fois avant qu'on trouve le bon marché. Hein, donc ça, faut avoir conscience de ça. Et puis techniquement, c'est pareil. On ne fait pas forcément bien du premier coup. Donc, il faut avoir des process qui sont adaptés au fait qu'on ne fait pas bien du premier coup. Et puis alors, là, il y a un sujet sur lequel, là, par contre, on a la certitude absolue qu'on ne fera pas bien du premier coup, c'est la user experience. Ça, c'est à tous les coups, ça. Là, c'est une certitude que le premier coup ne sera pas bon. Donc là, il faut vraiment faire ce qu'il faut pour faire autant de coups qu'il faut jusqu'à ce qu'on ait la user experience qui est au niveau qu'on veut. Est-ce que ça t'est arrivé d'arriver dans des contextes où c'est toi qui dis « Là, les gars, va falloir pivoter, pardon. » Dans l'analyse, dans ce que tu...
perçois, tu dis oh, alors là c'est justement l'un des problèmes vient peut-être du produit justement. Alors ça c'est une question piège parce que si je replonge dans mon expérience, je pense qu'une des erreurs que je faisais quand j'étais jeune, c'était de vouloir un peu trop peut-être... En fait, il faut différencier le pourquoi du comment. Pour moi, le job d'un CTO, fondamentalement, c'est de répondre à la question comment. Et le rôle d'un patron, c'est de répondre à la question pourquoi. Maintenant, le fait de dire non mais on ne fait pas le bon produit, il faudrait faire un autre produit, pour moi c'est un sujet de patron, c'est pas un sujet de CTO. Et je ne recommande pas au CTO d'aller sur ce terrain-là. Parce que... Ouais, mais du coup, toi dans tes interventions, moi je fais à du 3 bandes comment. Et tu moi, fais que du comment. Moi, okay. Mon job c'est le comment. Il y a ces diagrammes du... comment il s'appelle, du Gartner, où il y a vision, ability to deliver. Moi, je suis sur l'axe ability to deliver. Comment livrer? La vision, c'est le métier, c'est les patrons qui les ont. Alors, moi, j'ai une vision de la technologie, j'ai la vision de comment faire. C'est la vision du comment. Mais la vision du métier, surtout qu'en plus, moi, dans mon parcours, je suis intervenu systématiquement dans des secteurs que je ne connais pas. Quand on s'est vu, quand on faisait du jeu en ligne, moi je ne connaissais rien au jeu en ligne. Oui, justement, oui, le marché se lançait, voilà. Ça n'existait pas en France, quoi. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai été pris, parce qu'ils ont pris quelqu'un qui sait bosser dans des secteurs qu'il ne connaît pas. Et qui donc va en fait appliquer des choses qui ont marché dans d'autres secteurs, dans un secteur qu'il ne connaît pas. Et en fait, moi je pense que ça a été une chance pour moi, parce que vouloir travailler à la fois sur le pourquoi et sur le comment, je pense que c'est trop difficile. En tout cas, c'est trop difficile pour moi. Voilà. Ok. Et est-ce que il t'arrive de la relation, tu bossais quand même beaucoup dans des boîtes où tu étais en direct avec plutôt des boîtes patrons fondateurs? Tout à fait, oui. Les problèmes peuvent être de la relation fondateur-CTO, la communication, Alors, moi, effectivement, j'ai travaillé, quasiment toute ma carrière, j'ai travaillé avec, quand j'étais dans des PME, avec le patron fondateur de la société. Déjà, les fondateurs ne sont pas des gens comme les autres. Je crois savoir que toi aussi, tu es un peu un fondateur, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis sur les fondateurs. Mais... Tu peux y aller. Fondateur, c'est quand même quelqu'un qui a pris des risques, qui s'est engagé, qui a une personnalité qui est hors du commun. C'est pas quelqu'un de standard, un fondateur. Donc, de toute façon, il va falloir s'adapter au fondateur. Il va falloir comprendre le fondateur, parce que non, un fondateur, c'est pas une personne normale. C'est une personne spéciale. Et c'est pour ça qu'il est fondateur. S'il était normal, il ferait autre chose. Il chercherait pas tous ces embêtements. Tu veux dire que un CTO ou un C-level de manière générale, parce que ça doit s'appliquer aussi. C'est un skill particulier de travailler avec un fondateur. C'est doit être plutôt dans le mindset ou dans la culture du fondateur, parce que il ne pourra, s'il a envie de changer la culture du patron, il n'y arrivera pas. Alors ça, voilà, donc parmi la liste, si je résume il y a une liste assez longue de pratiques qui peuvent fonctionner ou mal fonctionner, mais un fondateur, c'est quelqu'un qui, par définition, fait quelque chose que tout le monde pense impossible. Sinon, il le fera à sa place. Donc, un fondateur qui innove, il fait des choses que les autres ont décidé qu'elles étaient impossibles. Donc, c'est pas quelqu'un à qui on va expliquer que des choses sont impossibles, déjà.
Donc, mais ça amène au rôle du CTO, qui est... moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai toujours été extraordinairement bien entouré par mes équipes techniques et puis par les prestataires. Certains partenaires, effectivement. Donc, alors je sais pas, bon, j'ai peut-être un peu, j'ai fait ce que j'ai pu pour aider la chance en tout cas, mais bon, elle a été là, voilà. Donc ça c'est très important déjà pour un CTO d'être bien entouré. Donc, si un CTO il pense qu'il n'est pas bien entouré, il faut qu'il fasse ce qu'il faut pour être bien entouré. Ensuite, le job du CTO, comme il est bien entouré, c'est de faire ce que son équipe ne peut pas faire à sa place. C'est de faire ce que personne d'autre ne peut faire à sa place. Et en particulier, c'est obtenir du patron, obtenir du métier, les ingrédients nécessaires pour que l'équipe technique puisse travailler et faire son boulot. Des priorités, de la collaboration, un plan de travail clair, une mesure du succès objective et claire, etc. Et c'est pas évident. C'est le job du CTO, c'est très difficile. C'est très difficile, et c'est très difficile de comprendre que c'est ça le job. Après, moi j'avais quand même un gros background technique qui est à mon avis indispensable, et moi je recommanderais plutôt aux plus jeunes de faire beaucoup de techniques, donc ils sont jeunes, parce que ça donne quand même les fondements indispensables pour pouvoir prendre les bonnes décisions ou pouvoir éclairer les débats de la bonne manière. Mais après, il y a un moment où le CTO doit comprendre que dans l'équation, sa place, c'est fournir les ingrédients à ceux qui vont faire le boulot. C'est pas à lui de faire le travail. En tout cas, dans une société où il y a une équipe de quelques personnes. Bon, si c'est une boîte où il est le seul, il va coder, évidemment. Mais s'il y a une équipe technique, c'est quand même priorité à l'équipe technique pour faire le boulot, priorité au CTO à réunir les ingrédients pour que l'équipe technique puisse bosser. Alors, on n'a pas parlé de tes clients, différentes interventions, mais j'imagine que tu es intervenu dans des boîtes de taille plutôt différentes. Tout à fait. La start-up, la PME, peut-être des... J'ai fait toutes les tailles de la start-up à la société du CAC 40. Et du coup, j'imagine que tu avais en face de toi des fois des CTO qui étaient encore très opérationnels, peut-être développeurs en partie, d'autres qui étaient déjà très très loin de tous ces sujets. Est-ce que c'est des conseils différents que tu donnes en fonction du stage de développement? En fait, quel que soit le niveau de développement, les ingrédients doivent être réunis pour que l'équipe puisse travailler. Les développeurs doivent avoir ce qu'il faut pour pouvoir développer. Donc la question, elle est, qui réunit ces ingrédients? Quelle est la personne dont le métier dont le job, dont la priorité numéro 1 est, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut dans la marmite pour pouvoir faire la recette? Donc même si le CTO il passe 80% de son temps à coder, il faut que les 80%, ça soit la deuxième priorité des 20% qui, eux, passent devant, qui sont réunir les ingrédients. Et donc, du coup, il faut quand même qu'ils passent du temps, même s'ils sont dans un garage et qu'ils sont 5. Moi, j'ai travaillé, mon plus petit client, il y avait 7 personnes dans la société. Donc oui, ils étaient dans un bureau, un peu comme ici. Dans ces cas-là, ok, le CTO va coder, va faire tout un travail opérationnel, etc. Mais sa prio, c'est les 20%. Sa prio, c'est quand même les 20%. Et 20% qui... très rapidement deviennent en fait 80% du temps. Et ça, c'est des choses dont tu fais prendre conscience des fois. L'idée, en fait, voilà, alors après,
la prise de conscience, elle est assez simple, parce que très concrètement, on va dire, mais là, qui décide, comment on décide ça, etc. Enfin, moi, la méthode qui est utilisée, elle est... en fait, je pense que la théorie, ça fonctionne pas, c'est pas du tout pédagogique. Le seul truc, enfin le truc qui fonctionne, en tout cas moi ce que j'utilise, c'est on fait des constats réels. Voilà, on a constaté que, donc on établit des faits avec lesquels tout le monde est d'accord. Donc après, s'il y en a qui sont pas d'accord sur les faits, on en discute jusqu'à ce qu'on ait des faits sur lesquels tout le monde est d'accord. Et puis après, une fois qu'on est d'accord sur les faits, on dit mais regardez, mais ça, est-ce qu'on est d'accord sur les conséquences de ces faits? Parce que comme là, vous avez 3 personnes différentes qui viennent demander des choses différentes au CTO, vous comprenez que la conséquence directe, c'est que c'est le CTO qui va choisir qui est prioritaire entre les 3. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ouais. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Non. Ah, ok. Recommandation, vous prenez les 3 business units, vous vous mettez d'accord ensemble, et après, vous allez voir le CTO et vous parlez d'une voix. Ah ouais, mais là, il faut passer du temps, etc. Bon, c'est pas grave, le CTO décidera à votre place. Voilà, donc c'est uniquement par la pratique, en fait, qu'on peut faire passer ce type de choses. Et tu me parles pas de... Tu m'as pas parlé de problématique managériale, enfin, entre guillemets managériale, quoi. Le C-level, le CTO rencontre des problématiques de management, d'incompatibilité de caractère entre personnes, de perte de motivation. Est-ce que c'est des choses que tu rencontres qui ne savent pas gérer? Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça ou ça, c'est le... Enfin, ça, c'est pas un quotidien de la vie, de la vie en entreprise. Hein, et donc... moi, je crois assez peu vraiment aux incompatibilités entre personnes, au fait que les gens puissent pas bosser entre eux. En tout cas, je suis pas fataliste par rapport à ça. Moi, là, je pense à un certain nombre d'exemples qui me viennent à l'esprit, mais très souvent, en fait, les désaccords entre les personnes, la mauvaise ambiance, etc., c'est parce que il y a un système qui fait que, en fait, c'est des process qui dysfonctionnent. C'est des process qui dysfonctionnent et qui entretiennent, en fait, les mauvaises relations. Je sais pas, je prends un exemple qui me vient à l'esprit, mais imaginons que j'ai une société où j'ai des ingénieurs commerciaux qui sont intéressés exclusivement au chiffre d'affaires. Et donc eux, ils vont aller voir des clients, et puis ils vont essayer de maximiser le chiffre d'affaires, parce que c'est ça qui maximise leurs revenus, et ils font leur boulot de commercial. Mais alors moi, j'ai un client qui me demande un truc qui n'est pas au catalogue. Qu'est-ce que je lui dis? J'ai envie de lui dire oui, c'est possible. Donc je vais aller voir l'équipe technique, je vais lui dire c'est possible de faire ce truc-là, etc. Et là, je mets le pied dans un système qui est non vertueux, parce que en fait, le commercial, il est intéressé sur le chiffre d'affaires, mais pas sur le compte de résultat. Donc s'il génère des coûts ailleurs, c'est pas grave. Ok. Et donc, structurellement, ça ne peut pas fonctionner. Donc, si on est dans un mode où on dit le commercial ne vend que ce qui est dans le catalogue, ça c'est vertueux. Là, il peut être intéressé au chiffre d'affaires. À partir du moment où il y a une once de business développement, de faire des choses nouvelles, c'est forcément compte de résultat et c'est intéressé à la marge. Oui, mais ce que tu as demandé coûte tant, donc je retire ça, et donc c'est pour ça que moi, les interventions que j'ai, et là, moi j'ai un client où c'est le cas, moi je suis venu pour faire de la technique,
Et ça s'est terminé, où on a revu les objectifs de tous les patrons de pays pour les intéresser à la marge plutôt qu'au chiffre d'affaires. Ça a changé la physionomie de la boîte. Et ça a transformé la capacité à délivrer et à innover. Les objectifs, du coup. Non, mais c'est pour montrer à quel point le terreau influe sur les relations. Donc avant, on était dans un truc où les gens s'engueulaient, pouvaient pas se voir, disaient oui mais les commerciaux vendent n'importe quoi, puis les commerciaux disaient non mais les techos font pas le boulot. Enfin, situation bloquée. Comme ça arrive très souvent. Et en fait, on se rend compte, ça vient simplement parce que les gens n'ont pas des objectifs qui sont compatibles entre eux. C'est juste ça. Alors du coup là, tu me parles de, enfin pour le coup de deux populations complètement, effectivement différentes dans leurs fonctions. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir que des objectifs, fonction RH, marketing, commercial, technique, qui au final se rejoignent parce que c'est effectivement l'idéal, hein, quand tout le monde a un objectif final à peu près identique. Moi, je vais dire les choses différemment. Moi, j'ai travaillé chez des clients où on a réussi à établir une super relation entre commerce et technique. Donc je sais que c'est souvent un sujet qui est difficile. Mais si c'est difficile, c'est parce qu'on ne l'a pas pris par le bon bout. Et moi, j'ai la preuve que c'est possible de faire en sorte que ça fonctionne extraordinairement bien et où technique et sales vivent en symbiose, en fait. Donc c'est tout à fait atteignable. Donc il n'y a absolument aucune fatalité. Ok, donc réfléchir système, réfléchir objectif. Voilà, il faut se dire, si les gens ne s'entendent pas, alors il peut y avoir des personnalités, des caractères, etc. Mais c'est probablement le symptôme qu'il y a quand même des objectifs, des process, des choses qui ne sont pas complètement vertueuses. Ou pas claires. Ou pas claires, objectifs pas clairs, règles du jeu pas claires, etc. Donc après, c'est difficile parce que, bon, l'innovation, ça demande d'être agile. Être agile, ça demande d'être transparent. Et la transparence, c'est difficile. Alors bon, si on interviewe les gens, personne ne va vous dire « Ah mais non, mais nous, on a choisi de travailler dans l'opacité absolue, etc. » Personne ne présentera les choses comme ça. Mais après, quand on rentre un peu plus dans les choses, on va se rendre compte « Ah oui, non, mais ça, on n'avait pas l'habitude de le montrer. » Justement, il faut. Parce que la transparence, c'est ce qui donne à l'autre les moyens de collaborer. C'est si dur que ça, enfin c'est pas le truc, c'est si dur que ça la transparence. Enfin c'est quelque chose que tu observes du coup. Ah oui, Alors c'est pas naturel. Il y a des environnements où c'est plus facile de mettre en place que d'autres, mais c'est rarement naturel. Ok. Et donc ça, quand tu l'observes, ça fait partie des choses sur lesquelles tu peux suggérer, agir. Je reprends mon exemple des 3 patrons de BU qui viennent demander des choses discordantes au CPO ou au CTO. Oui, j'ai oublié, moi je coach les CPO aussi. Hein. Ouais. J'ai monté des équipes produits, beaucoup. Hein. Donc, je prends mes 3 patrons de business unit qui viennent voir en ordre dispersé le CPO pour demander des choses. Peut-être qu'ils n'ont pas... Un patron de BU, il n'a peut-être pas envie de discuter des priorités avec son autre copain de patron de BU pour savoir comment on choisit. Il a peut-être envie qu'on bosse que pour lui, en fait. Oui. Oui, faire avancer ces sujets d'abord, quoi. Par définition, ils sont plus importants que ceux des autres, non ? Ok. Est-ce qu'il y a des situations justement qui sortent un peu des patterns que tu as rencontrés, des trucs tu dis tiens c'est... Non, mais alors déjà la réalité c'est que il n'y a pas du tout de règle absolue, quoi. Il n'y a pas de règle absolue et chaque cas est unique. S'il y avait la méthode magique qui marche à tous les coups,
Je pense que On t'appellerait pas. Ou un ouais, peu puis moins. je pense que je serais beaucoup plus riche que je ne suis aujourd'hui si je la connaissais en tout cas. Mais euh, oui, enfin, je crois il faut garder la tête froide et rester dans mais qu'est-ce que je mesure réellement, qu'est-ce que j'observe réellement et se reconnecter constamment à la réalité. Le danger, c'est la perte du pragmatisme. Euh, parce que, il y a des sociétés qui pensent que utiliser telle méthode en faisant venir un coach savant avec plein de slides ou utiliser tel outil, voilà, on va déployer tel outil, ça va nous changer la vie. Ça peut arriver que ça fonctionne, mais ils sont souvent déçus parce qu'en fait, il n'y a pas de recette magique. Ce qu'il faut, c'est comprendre ce qui nous arrive, comprendre ce qui se passe, et puis regarder comment on peut s'améliorer. Voilà. Ok, ça t'est pas arrivé de rencontrer une situation où tu dis oh, ça va être chaud là. Ça m'est arrivé souvent de me tromper. Ah ouais? Bien sûr. Bien sûr. Alors, ça m'arrive encore régulièrement. Par contre, comme j'ai beaucoup appris, quand je me trompe, en général, ça n'a aucune conséquence. Ah, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. C'est se tromper d'accord, mais se tromper vite, quoi. Voilà, se tromper vite, et surtout, il ne faut pas que ça ait de conséquences, ni pour les autres, ni pour soi. Voilà. Donc, il faut partir du principe qu'on ne sait pas. C'est ce qu'on disait sur la user experience. Hein. On sait que la première fois on va essayer, ça va pas bien marcher. Bon voilà, on le sait, ok, c'est bon. Donc on a prévenu les utilisateurs, on a fait ce qu'il fallait pour, etc. Et comment tu leur... Enfin, se tromper vite, donc le fail fast, quoi. Du Ouais. coup, c'est un mindset, quoi. Enfin, comment tu le... Alors, comment tu le pratiques? Je pense que les concepts agiles, fail fast en particulier, mais comme beaucoup d'autres, sont quand même s'ils ont l'air très simples, ils sont en fait totalement contre-intuitifs et complètement incompréhensibles. Donc, vis-à-vis des clients, je leur épargne le cours théorique. Pour moi, on fait que de la pratique. On fait que de la pratique. Moi, je prends l'exemple. J'ai un client avec qui j'ai travaillé récemment où il était relativement évident qu'il y avait une difficulté de gouvernance, de priorisation de projet, où les équipes avaient des priorités totalement incohérentes, incompatibles entre elles qui leur arrivaient, non priorisées et qui utilisaient 10 fois leur capacité à produire, donc forcément ça ne fonctionnait pas. Moi, j'ai pas passé de temps à expliquer comment on allait faire pour... quelle était la théorie. Ce qu'on a dit, c'est on va faire un meeting avec le comité de direction tous les lundis à 11h. On va regarder les priorités du mois en cours et on va regarder si c'est toujours les mêmes ou si elles ont changé. Et on quitte pas le meeting tant qu'on n'est pas tous d'accord. J'ai mis ça en place. Les choses sont rentrées dans l'ordre. On a résolu, on a franchi. Et donc ça, c'est pas des choses compliquées. Il n'y a pas besoin d'outils. Il n'y a pas besoin de... Enfin, si, il y a besoin d'une Google Spreadsheet partagée avec 30 lignes. Voilà. Et ça résout les trucs. Enfin, ça résout des... En fait, ça... Je dirais pas que ça résout tout. Ça rend le futur possible. Parce que, en fait, après, ce qui apparaît, et ça, c'est pas moi qui parle, c'est mes patrons qui parlent, c'est que ils se rendent compte après en se disant, mais comment on faisait avant? Ça pouvait pas marcher, en fait. Mais en fait, ça, on ne le sait qu'après. On ne peut pas le réaliser avant.
Et ça sert à rien d'essayer de convaincre avant. Donc en fait, pour moi, il faut constater les bénéfices. Et c'est ça. Et on garde, ou on garde pas, mais s'il y a les bénéfices, on garde, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est comme ça qu'on se rend compte. Donc l'approche est, bon, on n'a pas réussi à faire le gros projet, mais c'est pas grave, on va faire un tout petit qui dure 1 mois, et on va le réussir ensemble. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres aspects du poste que tu as envie de partager? Enfin, la fonction de ton activité aujourd'hui? Alors, je réfléchis. Moi, Alors, moi, mon activité aujourd'hui, elle est centrée sur la transmission. Elle est centrée sur... Bon, bah, moi, j'ai de l'expérience. J'ai une expérience où j'ai vu les conséquences de certaines erreurs, ce qui m'a appris à éviter de les refaire. Nombreuses. et donc, du coup, pour moi, ce que j'essaye de faire, c'est de transmettre ça au CTO, au CPO, au patron et au métier. La réalité, c'est que le monde n'est pas tout blanc, tout noir, et on est sur des projets qui sont très difficiles. Il faut qu'ils arrivent à trouver entre eux le moyen de s'accorder sur les bonnes priorités ensemble, en collaborant et en s'écoutant mutuellement, en faisant des petites étapes faciles à réussir, et en tout cas dont on est capable de mesurer de manière objective et démontrable le succès. Je pense que le plus important pour un CTO, c'est qu'il n'oublie jamais qu'il est là pour l'équipe. Son job, c'est de faire que l'équipe puisse faire le boulot. C'est ça sa mission. Donc il est là pour son équipe, pour réunir les ingrédients qui vont faire que son équipe va faire le travail. Ça résumerait bien... c'est une bonne synthèse et un bon résumé. Écoute, ce qui me permet peut-être de passer à quelques dernières questions. Écoute, volontiers. Je ne sais pas si je répondrai à tout. On va voir. Ok. Est-ce que tu as un proverbe, une maxime qui t'accompagne? Alors écoute, moi, la maxime... en fait, c'est la maxime de ma société. Moi, la proposition de valeur, c'est des solutions simples pour un business sans limite. C'est une belle punchline. Ok, on la prend. Est-ce que tu as un surnom? Ou des surnoms, tu peux en partager plusieurs. Moi, des surnoms, j'en ai eu dans ma famille, etc. Mais il y en a un dont je suis particulièrement fier. Moi, j'ai beaucoup travaillé au Japon, parce que quand j'étais chez Fastbooking, en fait, pendant une assez longue période, c'est moi qui m'occupais de suivre le business de la filiale japonaise, qui était notre filiale qui a le plus de succès à l'étranger et qui marchait très très bien. Et j'allais tous les 3 mois faire les business reviews au Japon. Et en fait, je me suis beaucoup investi dans la culture japonaise, dans le fait de... Enfin, j'ai une forme de fascination. J'ai pris des cours de japonais pendant pas mal de temps. Bon, je suis jamais arrivé à parler couramment, mais j'arrive à faire illusion pendant quelques secondes. Et les Japonais, où j'ai toujours été reçu comme un prince, parce qu'il y a ce mot en japonais qui est omotenashi, qui veut dire hospitalité, qui est un truc très sérieux. L'hospitalité japonaise, on rigole pas avec ça, ils sont très très d'à cheval là-dessus. Et un jour, ils ont décidé de m'intégrer parmi eux, et ils m'ont donné un nom japonais. Voilà. Et le nom japonais, c'est Fukutaro. Donc, et le lendemain, donc ça c'était à l'occasion d'une soirée qui était inoubliable, et le lendemain matin au bureau, j'avais mes cartes de visite. Non, sérieux ? François Mène sur le côté international,
et de l'autre côté, des idéogrammes avec François Fukutaro mène pour donner aux clients qu'on allait voir dans la journée. Ces cartes de visite, c'est très important au Japon. Et ça veut dire Fukutaro, ça veut dire quoi? Alors, Taro, c'est un prénom masculin très traditionnel, un petit peu comme Louis en France. Et Fuku, alors, qui s'écrit avec l'idéogramme de Fukushima, c'est la bonne fortune, le bonheur, la chance. Donc c'est un peu Louis la bonne fortune, voilà. Mais c'est une très grande fierté pour moi d'avoir un nom japonais. Voilà. Et puis c'est sympa là, le coup de la carte de visite le lendemain avec le surnom, tout ça, voilà, c'est chouette quoi. C'est chouette. Est-ce que, avant-dernière question, est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode? Alors là, je suis un peu sec. Un titre? Je sais pas, podcast avec un CTO? Non, bon, c'est pas terrible. Titre, ça. Non, puis c'est pas différenciant. Des solutions simples pour un business sans limite? Ah, ça c'est bien, ça. Voilà. Ça c'est bien, ouais. Ça c'est un bon titre. Bon, très bien. Et bon, on va peut-être penser à celui-là, du coup. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question que je t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose? Écoute, je réfléchis parce que j'ai l'impression que j'ai répondu à plein de questions que tu n'as pas posées, en fait, dans ce podcast. Non, je pense que il y a une question que moi je me pose en tout cas, qui est mais après tout, combien de temps est-ce que moi je vais continuer à faire ce business-là? Est-ce que j'en ai pas marre? Est-ce que j'ai pas envie de passer à autre chose, etc. En fait, la réponse est non, quoi. Parce que moi j'ai l'impression que, en fait, en prenant de l'âge, on se rend compte qu'on a une sorte de vocation à transmettre, en fait. En tout cas, moi, c'est la mienne. Et c'est vrai que moi, je voudrais vraiment continuer mes interventions, sachant que le but, c'est d'essayer de faire profiter au maximum de tout ce que j'ai pu vivre avant, pour que les gars fassent pas les mêmes erreurs ou qu'elles aient moins de conséquences. Donc, t'es pas prêt d'arrêter. Exactement, voilà. En tout cas, tant qu'il y aura de la demande, je répondrai au téléphone. Voilà. Eh ben, écoute, je te souhaite plein de nouvelles missions, plein de nouveaux accompagnements. Super. Et si suite au podcast, tu as 2-3 coups de téléphone ou 2-3 emails, je serai preneur du feedback. Eh ben, volontiers, avec grand plaisir. Et je te dis à très bientôt et merci pour avoir participé. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour cette opportunité et à très bientôt. Salut. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.